Bonsoir. Merci. 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 Bonsoir à tous. Donc moi je suis Thomas Pesquet, comme on vous l'a dit, astronaute de l'Agence spatiale européenne. Je suis très content d'être avec vous ce soir. C'est la première fois que je viens en Suisse depuis que je suis rentré sur Terre. J'aime bien dire ça, depuis que je suis rentré sur Terre, parce que c'est toujours un peu classe. Et ce soir, écoutez, je suis content. On va essayer de partager cette expérience-là. Moi, j'aime bien la raconter. Évidemment, il y a plein d'anecdotes. On n'aura pas le temps de tout raconter. Il y en a que je n'ai pas le droit de vous raconter, ou que je ne vous raconterai pas de toute façon. On va commencer par vous montrer une vidéo qui fait à peu près une vingtaine de minutes, qui résume un peu cette mission que j'ai eu la chance de vivre l'année dernière, 198 jours, 17 heures et 43 minutes, bien sûr, personne ne comptait, mais quand même, à bord de la station spatiale. Et puis ensuite, on va avoir l'occasion d'échanger avec les intervenants qui sont là. Et puis on espère que ça vous intéressera et que peut-être vous apprendrez des choses, ou peut-être que nous, on apprendra des choses de vous ou l'un de l'autre, on ne sait pas trop. Si on lançait cette vidéo. Right here, you're getting a really good view from Thomas Pesquet. Thomas, at this point, you are going to ingress the airlock. All of the primary tasks have been completed. On a voulu faire une introduction un peu hollywoodienne, mais la réalité d'astronaute, c'est plutôt ça, hein. C'est 1700 heures de classe, c'est apprendre toutes les sciences et les techniques du vol spatial. On a tous des origines différentes, et puis c'est notamment apprendre le russe, hein. Il a fallu commencer de zéro, apprendre le russe, donc on a passé énormément de temps en salle de classe au centre des astronautes à Cologne, entre 2009 et 2016, pour moi, le départ vers la station spatiale. On a eu la chance de faire des choses un petit peu plus ludiques, comme un stage de survie. On nous a abandonnés 3 jours dans la montagne. Il a fallu se débrouiller avec les moyens du bord, pas parce qu'on va survivre sur une planète, mais parce qu'en cas de retour un peu compliqué, on peut tomber à peu près n'importe où sur Terre, dans une bande de latitude entre plus 50 et moins 50. Donc il faut se préparer à survivre dans toutes les conditions. Alors parfois c'est plutôt sympa, d'autres, dans la neige, dans le froid de l'hiver russe, c'est un peu moins drôle. 3 jours par moins 25 degrés, au moins ça crée des liens avec ses coéquipiers, les membres de son équipage. On s'est mis en spéléologie pour se confronter à des conditions difficiles, à des pertes de repères, sous l'eau, à 35 mètres sous l'eau pendant 9 jours, dans des modules immergés au large de la Floride. Et puis, on a dû découvrir aussi les conditions de l'impesanteur avec un vol parabolique, et ça se passe avec Novespace au départ de Bordeaux-Mérignac. Voilà. Ensuite, suite à ça, on a aussi commencé nos premières orbites autour de la Terre, on va dire, en passant d'un centre d'entraînement à l'autre, hein, la Station spatiale Programme international, donc l'entraînement est réparti partout sur Terre. Il a fallu, vous avez vu, aller s'entraîner sur les parties japonaises, les parties américaines, canadiennes, européennes, russes, donc beaucoup de déplacements pour maîtriser cet objet complexe, on en reparlera plus tard, hein, la Station spatiale, sans doute la chose la plus compliquée qui ait jamais été construite de main de l'homme. Voilà, un des systèmes qu'il faut préparer aussi, c'est son corps, hein, c'est le corps humain, la vie dans l'espace, c'est difficile, il faut se préparer à encaisser les accélérations du décollage, de l'atterrissage, il faut préparer son corps à être exposé pendant 6 mois à un environnement pour lequel il n'est pas fait, et ça consiste aussi pendant des années à essayer de partir le plus en forme possible pour rentrer sur Terre en meilleur état possible au bout de 6 mois. On apprend aussi
les procédures, le matériel scientifique, parce que la station spatiale, c'est un espace de recherche, c'est un laboratoire, on en reparlera. Donc là encore, partout dans le monde, des chercheurs préparent leurs expériences pour la station spatiale, nous les amènent, nous entraînent en fait. Nous, il faut qu'on se familiarise avec tout ça pour ne pas faire de bêtises, parce qu'au final, on est les yeux et les mains des chercheurs. Une activité un peu ludique, mais exigeante physiquement, c'est l'entraînement en piscine. Pour sortir de la station spatiale, on est protégé par ce scaphandre qui est volumineux, lourd, difficile à manœuvrer. Et pour ça, on s'entraîne en piscine, dans la plus grande piscine qui existe, couverte au centre spatial du Johnson Space Center aux États-Unis. Tout ça, c'est très bien, encore faut-il y arriver dans la station spatiale. On y va avec le Soyouz, véhicule russe, entraînement en centrifugeuse. On voit ici les visages radieux de la commission russe qui nous évalue avec beaucoup de sympathie et de bonhomie. Non, mais ça se passe très bien, ils sont très gentils. Entraînement au pilotage manuel, vous voyez la cible de docking pour calculer son alignement manuel. Le Soyouz, ça se pilote entièrement à la main si on a besoin. Ça a aussi beaucoup d'automatisme quand tout marche bien. Il faut préparer son scaphandre qui est fait sur mesure, il faut préparer le siège du Soyouz qui est fait sur mesure, et puis on passe des heures et des heures dans le simulateur pour répéter les procédures, pour faire face aux pannes des plus simples jusqu'aux plus compliquées. Évidemment, le feu dans un volume fermé, hermétique du Soyouz à 200 km d'altitude, sans possibilité de retour, ce n'est pas une situation d'avenir. Dans le spatial, tout finit toujours par des examens, il faut se qualifier, il faut avoir des bonnes notes, c'est très scolaire. Et puis en Russie, on finit toujours par des traditions. À la fin, une fois que l'équipage est validé par la commission médicale, par la commission d'entraînement, on dépose des fleurs sur la plaque de Yuri Gagarin dans le mur du Kremlin. Alors après 7 ans d'entraînement intense, on s'est retrouvé à Baïkonour, on a fait les derniers tests, scaphandre, vaisseau, et puis il a fallu dire au revoir à nos proches qui nous avaient accompagnés, monter les escaliers, un petit pincement au cœur, l'ascenseur jusqu'au 3e étage de la fusée, tout préparé, et puis au final décoller dans la nuit. Des sensations évidemment incroyables pour moi, mon premier décollage extrêmement spectaculaire aussi de l'extérieur, pour les proches un peu difficile d'assister à ça. 54 heures de voyage donc dans un volume très restreint, rendez-vous autour de la station spatiale, arrimage, et puis quand le sas s'est ouvert, on a retrouvé nos coéquipiers, les 3 autres qui nous attendaient, et on a pu commencer finalement cette mission. Donc mes coéquipiers, je vous les présente, Shane Kimbrough, qui était le commandant de la station pendant l'expédition 50, Peggy Whitson, Oleg Novitsky qui sont arrivés avec moi, Sergei Rujikov et Andrei Borisenko. À nous 6, on a formé l'équipage de la station pendant l'expédition 50, 50e équipage de la station spatiale depuis 2001. Alors la station spatiale, qu'est-ce qu'on y fait dans cette station? Qu'est-ce qu'ils y font les astronautes? Pourquoi on les y envoie? La station spatiale, c'est un laboratoire de recherche. C'est un laboratoire de recherche qui nous permet d'accéder à des phénomènes qui soient physiques, biologiques, médicaux, qui sont masqués sur Terre, principalement par l'effet de la gravité. Alors ça, c'est évident quand on me voit tester des systèmes de navigation relative entre ces deux petites boules autonomes qui simulent des satellites. Ça, un jour, ça nous permettra d'avoir des missions qui vont aller nettoyer l'orbite basse terrestre de ces déchets. La station spatiale, c'est aussi un moyen d'accès à l'espace pour des gens qui traditionnellement n'avaient pas accès à l'espace. Ce système que je suis en train de mettre en œuvre, c'est un lanceur de nanosatellites. Les nanosatellites, vous savez, c'est ces petits cubes qui peuvent être réalisés par des universités ou par des PME et puis qui leur permettent à eux d'avoir accès à l'espace depuis la station spatiale. Ils sont jetés par un lanceur, un éjecteur au bout du bras robotique. Et ça permet à beaucoup de gens d'avoir accès à l'espace d'une manière moins chère, plus facile. Donc, science, recherche, accès à l'espace, on fait aussi de l'exploration dans la station spatiale. Alors, on tourne autour de la Terre, vous allez me dire, on va nulle part dans la station spatiale, on ne quitte pas le voisinage terrestre. Non, on ne quitte pas le voisinage terrestre, mais ce qu'on fait, c'est qu'on prépare la suite. On apprend technologiquement, scientifiquement, ce qu'on aura besoin de savoir pour aller de plus en plus loin. De plus en plus loin, on pourra en parler, mais c'est la Lune, de manière un peu plus pérenne que ce qu'on a fait avant, c'est Mars. Et puis, c'est ce travail à bord de la station spatiale, encore une fois, depuis 2001, équipage ininterrompu à bord, qui nous permet aujourd'hui d'être en mesure d'aller plus loin. Donc la station spatiale est là jusqu'en 2024, mais très rapidement, on a beaucoup d'autres projets, on pourra en parler pour la suite de l'exploration spatiale. Donc une journée, à bord de la station,
C'est ça. On se lève tôt dans l'espace, on se lève à 6 heures tous les jours, et on a une journée d'à peu près 12 heures, 12h30 de travail, qui se répartit entre des expériences scientifiques. Vous voyez là Peggy Whitson en train de travailler avec des cellules souches de cœur humain. On ne les fait pas se reproduire à bord, mais on a étudié leur reproduction. On voit des différences par rapport à ce qui se fait au sol. Les chercheurs pensent qu'ils peuvent en apprendre beaucoup sur ces cellules avec la recherche à bord de la station spatiale. Donc vous voyez des installations partout, incubateurs, boîtes à gants, un entrelac de câbles, c'est un peu difficile de s'y retrouver au début, mais tout est codifié. On est guidé par le centre de contrôle. Vous voyez derrière moi sur les laptops, sur les ordinateurs portables, il y en a à peu près 150 disséminés partout dans la station, certains qui nous servent à gérer notre emploi du temps. Vous voyez derrière les activités qui sont mises en musique par le centre de contrôle, qu'on peut appeler à la radio à tout moment, et on a ce dialogue un peu permanent, chacun vaque à ses tâches, parfois on s'entraide, parfois on pose des questions au sol, et la journée avance comme ça tous les jours. Donc vous voyez les installations scientifiques, je vous en parlais tout à l'heure, on a des congélateurs à moins 80 degrés pour stocker les échantillons. Donc ça, c'est ces fameuses cellules souches, mais ça peut être des échantillons de sang, des échantillons d'urine, n'importe quoi, biologique ou autre, et en attendant qu'on puisse les redescendre sur Terre pour les remettre aux scientifiques. Un petit moment un peu européen, je vous présente le laboratoire Columbus, qui est la maison de l'Europe dans l'espace. C'est l'Europe qui l'a construit. Il est arrimé à l'avant, à droite, enfin je devrais dire plutôt à tribord de la station spatiale. Et d'ailleurs, c'est à l'avant qu'on prend le plus de micrométéorites, je pense, c'est pour ça qu'ils l'ont mis là, parce qu'à l'arrière, il y a les modules russes qui sont bien cachés, ils ont dit les Européens, les Japonais à l'avant. Et ce module, c'est le lieu de toutes les expériences scientifiques. Moi, j'ai participé à peu près 200 expériences en tout, certaines de manière assez intense, d'autres une participation plus épisodique, mais j'avais 60 expériences européennes, où là, j'étais principalement responsable de ça, dont une qui s'appelait MARES, cette grande chaise de torture, là vous le voyez, ça consiste à étudier de très près l'atrophie musculaire qui se passe à bord de la station spatiale. Donc à coup de choc électrique, de répétition du maximum physique, de tests de fatigue, enfin des choses vraiment pas très agréables, mais qui permettent de conclure et qui nous aideront, on l'espère, à traiter des pathologies musculaires comme les myopathies de Duchenne au sol. Physiologie, médecine, physique des fluides. Évidemment, les fluides, ça ne se comporte pas de la même manière. Ça, c'est une expérience assez ludique, mais souvent, c'est derrière une paroi, les expériences de physique des fluides. On ne peut pas tellement les montrer, parce qu'évidemment, si ça se répand dans la cabine, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais on avait notamment des expériences qui étudiaient des injecteurs de carburant. On voulait rendre ça plus performant pour avoir des moteurs sur Terre qui consomment moins de carburant et d'énergie. Neurologie, là je ne suis pas en train de jouer à un jeu vidéo perfectionné, mais c'est une cartographie, en fait des scientifiques essayent de faire une cartographie du cerveau humain, de voir les branchements en fait, de neurones que provoque l'adaptation à un nouvel environnement. Il n'y a pas d'autre exemple à l'âge adulte de rebranchement du cerveau comme ça, et en étudiant ce phénomène sur les astronautes, on espère en apprendre beaucoup sur le cerveau, encore une fois aider les gens qui sont victimes d'accidents de la route ou qui ont eu des chocs ou des pathologies du cerveau. Biologie, Peggy, qui était notre jardinière en chef, on fait pousser des salades dans la station spatiale. Alors, c'est pas pour se détendre, mais c'est parce qu'un jour, quand on ira vers Mars, il faudra savoir faire pousser sa nourriture in situ. On ne pourra pas tout emmener avec nous, ce sera trop lourd. Il faudra produire sa nourriture sur la route pendant le voyage. Donc, cette expérience, on l'aimait bien aussi parce que c'est la seule expérience dont toutes les 2 semaines, on avait le droit de manger les résultats. Donc on avait le droit de manger cette salade. Toutes les 2 semaines, il fallait quand même demander l'autorisation aux scientifiques. Ils disaient oui, mais il faut laisser quand même quelques feuilles. On disait OK. Et ça augmentait un peu, ça améliorait notre ordinaire une fois toutes les 2 semaines. Jack Fisher, que vous voyez ici en contre-jour, très artistique, qui faisait partie de la deuxième moitié de l'équipage avec Fyodor Yurchikhin, que je vous présenterai tout à l'heure si on le voit passer à l'image. Donc voilà, la station spatiale, un lieu de travail, vous avez vu, mais aussi un lieu de vie, parce que c'est là qu'on va habiter pendant 6 mois. C'est extrêmement bien rangé, comme vous pouvez le voir sur ces images. En fait, il y a des choses partout. C'est ça qui est un peu déroutant au début, c'est qu'on utilise toutes les surfaces, évidemment. Il suffit d'un peu de velcro ou d'un tendeur ou d'un fil, et puis on peut accrocher les choses au plafond, au plancher, sur les murs, partout. Le plus difficile, c'est d'y retrouver ces petits
Et parfois, d'ailleurs, il y a une immense base de données qui est suivie au sol, et les gens du sol, du centre de contrôle, qui n'ont jamais mis les pieds à bord de la station, nous disent précisément où trouver des trucs que nous, on est incapable de trouver. C'est assez impressionnant. Parfois, on en perd aussi, mais bon, on essaie d'en perdre le moins possible. On peut se déplacer de manière un peu créative, marcher au plafond ou faire ce qu'on veut. C'est assez ludique au début. Après, au bout d'un moment, malheureusement, on s'habitue, parce qu'on s'habitue à tout, ça devient normal. Et là, je vous présente le seul endroit, un des seuls endroits privés de la station spatiale, ma cabine. On a chacun sa petite cabine et c'est le petit espace privé qui ferme, dans lequel on peut s'isoler. Voilà, je vois que mes talents culinaires vous font rire, ça me vexe un petit peu. C'est ce que j'ai fait de mieux en 6 mois de mission spatiale. Les gens se disaient, un Français, il va nous faire à manger super bon tous les jours. Ils ont été extrêmement déçus. Mais on voit bien que voilà, la nourriture, c'est pas seulement pour jouer, on ne joue pas avec la nourriture, mais c'est très convivial en fait. On se retrouvait souvent, tout l'équipage ensemble, autour d'un bon repas. Chacun avait amené des produits de son pays d'origine, sa région d'origine, et on les partageait régulièrement. Noël, jour de l'an, anniversaire, on avait plein d'occasions de faire ça. On fait aussi beaucoup d'entretien, de maintenance à bord de la station spatiale. On oublie, mais c'est comme un gros bateau. Ça a l'air simple vu de l'intérieur, mais c'est l'environnement le plus hostile qu'on puisse imaginer. Le vide total, des contraintes thermiques, ça passe de plus 150 à moins 100 degrés, suivant si on est au soleil ou à l'ombre. Donc c'est extrêmement difficile de faire marcher cette station. C'est quand même un exploit permanent de toutes les équipes, de toutes les agences. Et nous, on participe à ça autant qu'on peut. On essaie de la maintenir en bon état pour qu'elle vole longtemps. Un système à maintenir en bon état aussi, c'est le corps humain. Donc tous les jours, 2h30 de sport. On a vu plutôt cardio, un tapis roulant qui a le bon goût d'être accroché au mur, ce qui nous permet de prendre un peu moins de place. Un vélo d'appartement, mais sans selle, on a juste besoin d'être attaché par les pieds, on flotte au-dessus. Et puis une machine de musculation qui nous permet de travailler tous les muscles du haut du corps, sans laquelle on reviendrait sur Terre en très mauvais état quand même. Heureusement qu'on a cette machine aujourd'hui à bord de l'ISS, et c'est ce qui nous permet de revenir sur Terre en n'ayant quasiment pas perdu de masse musculaire et de masse osseuse, du moins selon les endroits. On a des activités aussi peut-être un petit peu plus ludiques ou éducatives. On a vu, moi j'ai essayé de faire des activités avec les lycées, avec les écoles, pour intéresser les gens. Et puis le soir, le dimanche, chacun va à ses occupations, se relaxe un peu comme il veut. Moi, j'ai eu la chance de recevoir mon saxophone à bord de la station spatiale pour mon anniversaire. Ils m'ont fait la surprise de m'acheminer mon saxophone à bord, ce qui était quand même super. Un peu moins super pour mes coéquipiers, parce qu'ensuite, malheureusement, il a fallu m'écouter un petit peu. Donc ça, ils ont regretté assez rapidement leur cadeau. Mais bon, il est toujours là-haut d'ailleurs, je ne l'ai pas redescendu avec moi. Donc s'il y a un autre astronaute saxophoniste un jour, il aura de quoi assouvir sa passion. Mais globalement, pendant le temps libre des astronautes, on regardait énormément par la fenêtre. Cette fenêtre, c'est la cupola, vous voyez au milieu de l'image, panoramique, avec des volets qui s'ouvrent comme ça. C'est assez sympa le matin d'arriver, d'ouvrir les volets sur la Terre. Elle nous permet de travailler, d'observer ce qui se passe à l'extérieur de la station spatiale quand on fait des opérations en sortie extravéhiculaire, robotique ou autre, mais surtout elle nous permet de regarder la Terre. Et ça, c'est un spectacle évidemment inoubliable. Moi, j'ai essayé d'en prendre beaucoup de photos autant que possible. Malheureusement, il y a encore tellement de choses à faire et d'endroits que je voulais prendre en photo que je n'ai pas pu prendre en photo, ou j'ai pris des photos moches. Mais c'est un point de vue qui fascine. Vous voyez les images comme moi, évidemment, ça ne fait pas justice au vrai point de vue. La Terre, elle luit en fait. On ne le voit pas sur ces images, on a l'impression qu'elle est juste bleue, mais elle n'est pas bleue, elle est phosphorescente, elle est bleue comme la petite lumière bleue du Bluetooth. Là, je suis désolé, c'est un peu nul comme comparaison, mais c'est à ça que ça ressemble. C'est une lumière, c'est pas juste une couleur, c'est une lumière. Il y a une diversité incroyable. Moi, j'ai essayé de le montrer, de partager mes photos. Et j'en ai pris 85 000, j'en ai publié 2500, donc il m'en reste encore un certain nombre. Malheureusement, maintenant, il faudrait que j'aille les trier, mais j'ai pas tellement le temps. Donc, plus sérieusement, cette coupe-là, elle nous sert aussi à quoi ? À réceptionner les véhicules de ravitaillement. Vous avez vu le poste de pilotage du bras robotique. Ce bras robotique, vous le voyez ici, il fait 17 mètres, articulé dans tous les sens, 3 rotations, 3 translations. Il nous sert à attraper les véhicules ravitailleurs qui rejoignent la station spatiale, navigation GPS absolue, GPS relative, l'un par rapport à l'autre, ensuite laser, optique, il vient de se mettre à 10 mètres en dessous de la station spatiale, en vol, en formation. Il faut voir que les deux vont à 28 000 km/h, quand même, à 450 km d'altitude, 28 000 km/h, et ça bouge pas
d'1 centimètre. C'est fixe l'un par rapport à l'autre. Nous, on a juste à l'attraper avec le bras robotique, l'arrimer, l'ouvrir. Et là, c'est Noël. Parfois, on a de la nourriture, on a de l'oxygène, des équipements, parfois des petits cadeaux, des dessins de la famille, des surprises, des trucs comme ça. Une autre activité un peu exceptionnelle à bord de la station, c'est la sortie extravéhiculaire. Donc ça, c'est l'image d'Épinal d'astronaute, le scaphandre, le casque doré à l'extérieur, etc. Ça n'arrive pas si souvent que ça, parce qu'on sort que quand on a une vraie bonne raison. Hein. Ça augmente le risque de manière assez nette de quitter la protection offerte par le véhicule, par la station spatiale, et d'aller s'exposer au vide spatial et aux conditions de l'espace. Donc moi, j'ai eu la chance d'en faire 2. Une pour changer les batteries de la station, au pied des panneaux solaires, assez loin. Une autre pour entretenir le bras robotique, donc pour le graisser, en fait, donc du boulot de garagiste quand même, hein, changer les batteries, graisser le bras robotique. La seule différence, c'est qu'on le fait avec une armure. Ce scaphandre, il pèse dans les 175 kilos. Alors, on n'a pas le déplacer, heureusement, mais il a une inertie qui est quand même assez élevée. Le champ de vision est limité, les mouvements sont limités. Et puis surtout, c'est comme faire de l'escalade avec une armure, en fait. On est accroché avec un petit filin, et là, Jack Fisher, pendant sa sortie, s'il se retourne, derrière lui, derrière son épaule, il y a 450 km de vide, et là, il travaille avec les 2 mains, il a complètement lâché, il est juste accroché par un petit filin. C'est quand même aussi un exercice de confiance. Hein. Et vous voyez, on évolue à l'extérieur de la station, toujours à 2. Ici, c'est Shane Kimbrough avec qui j'étais à l'extérieur. Et on se déplace comme ça sur la structure de la station, qui est un vrai labyrinthe. Hein. Il faut l'apprendre plus ou moins par cœur. Vous avez vu, il y a des codes, il y a des changements de plan, il y a des changements d'endroit. Donc parfois, c'est même facile de se perdre à l'extérieur. Et pendant 6 heures, on va réaliser nos tâches, aidé par le centre de contrôle qui, lui, va nous lire la procédure, parfois aidé par un troisième membre d'équipage qui reste à l'intérieur de la station et qui pilote le bras robotique. Parfois, le bras robotique attrape un astronaute pour le déplacer à un endroit où il ne pourrait pas aller. Et là, c'est vraiment des sensations très sympas. On est accroché par les pieds, donc on lâche tout complètement, et c'est le bras robotique de 17 mètres qui vous bouge. Donc imaginez être au sommet d'un poteau de 17 mètres, déjà rien que ça, ça donne un peu le vertige, qui lui vous bouge à cette altitude-là au-dessus de la station. Donc c'est une vue comme il n'en existe pas d'autres dans le monde. Mais malheureusement, la plupart du temps, on n'en profite pas parce qu'on a un peu la tête dans la structure pour réaliser nos tâches. Mais bon, moi j'en garde quand même des souvenirs formidables. J'ai pu prendre quelques photos. Et puis surtout, pendant ma deuxième sortie, j'étais tout en haut de la station spatiale, sur une plateforme télescopique accrochée par les pieds. Donc j'avais la station spatiale à 2 mètres derrière moi, 1,50 m derrière moi. J'étais sur une petite plateforme. Et puis là devant, j'avais rien, j'avais juste un bout de station spatiale. Et puis la Terre, le grand vide de la Terre. J'avais l'impression d'être dans un film de pirates quand ils sont au bout de la planche et qu'il y a un gars derrière avec le sabre qui les pousse là et qui a les requins en dessous et tout ça. C'était un peu cette sensation-là au début. Surtout que j'avais l'impression que ça grinçait un peu. Alors ça grinçait pas parce que de toute façon on n'entend pas le bruit dans le vide de l'espace, mais dans ma tête ça grinçait beaucoup, et puis ça m'a pris 10 minutes à m'habituer un petit peu, puis après ça va, quoi. De nuit, c'est encore plus compliqué parce que de nuit on se perd en fait. On arrive à un endroit, on a juste les 2 petites lumières du casque, et la seule chose qui nous permet de repartir dans le bon sens, c'est le fil d'Ariane qui nous ramène au SAS. Voilà, donc tout ça c'est très fun. On vient de passer, mine de rien, quand même 196 jours ensemble dans l'espace, tous ensemble. Mais à un moment, il est temps de rentrer. On a dû laisser Peggy derrière nous, fermer le SAS, redescendre avec Oleg, s'éloigner de la station spatiale, manœuvrer le Soyouz, faire le freinage atmosphérique, le séparer en 3, et ensuite la rentrée par frottement, une véritable boule de feu. Vous voyez le Soyouz carbonisé. On finit sous parachute et on tombe, c'est un vrai crash, hein, dans les steppes du Kazakhstan. On est récupéré par des docteurs immédiatement. Moi, j'ai été ramené à l'Agence spatiale européenne à Cologne, en Allemagne. Et tout de suite, on est soigné, on est suivi. Puis surtout, on est remis aux mains des scientifiques qui, eux, veulent finir leurs expériences. Ils ont besoin de prélèvements après la mission. Donc une fois que tout ça est fini, on peut dire que la mission est vraiment terminée et qu'il est donc temps de se préparer pour la prochaine. Une belle image de la Lune, on n'a pas d'image de Mars, mais c'est sans doute ça le futur de l'exploration spatiale. Voilà, merci de votre attention. Cool.